Cinéfocus. 19h-20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à 1 heure de découverte d'un artiste, d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une musique un petit peu particulière pour démarrer ce soir. Une musique composée par notre cher Thierry qui est avec nous ce soir. On est dans les comédies romantiques, donc j'ai voulu la jouer finaude. Voilà, c'est toi qui l'as composée. C'est moi qui ai fait ça cet après-midi. Ah, c'est bien, moi Facebook pourra pas nous couper. Exactement. Chers amis, bonsoir, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée pour la deuxième partie de soirée, deuxième émission bien sûr, juste après le Mac de la Riviera. On retrouve nos spécialistes cinéma ce soir avec nous, Yves. Salut Yves. Salut Jean-Luc. Content de te retrouver une fois par mois, on rappelle, un premier mercredi du mois à peu près, c'est toujours le premier ou deuxième mercredi du mois. Et notre cher Thierry d'ailleurs qui nous fait partager cette belle musique qu'il a composée pour cette belle émission. Si on attend quelques secondes, il va y avoir un départ de trompette à retourner. On écoute, on démarre tranquillement l'émission. Alors vous avez entendu tout à l'heure... On est dans une soirée comédie romantique dans quelques instants. Et puis tout à l'heure vous avez entendu 19h, il était 19h06. On a décalé l'émission parce que voilà, il a un petit peu en décalage. Mais on est en direct, voilà, c'était pas une erreur, on est en direct. C'est juste qu'il a fallu changer de plateau. Et que voilà, il y a de la technique à remettre en place pour le plateau suivant. Ça c'est toi qui t'en charge. Voilà, exactement. Beau titre pour démarrer cette émission. Voilà, on va les garder derrière et puis on va démarrer tout de suite avec notre Thierry qui va nous présenter les sorties ciné du mois. Mais ou de la semaine, je sais pas, ou en tout cas ce que tu as sélectionné. C'est Yves, c'est pas Thierry qui va le présenter, c'est Yves. Non, c'est moi qui vais le présenter, mais... Pardon. Pas de soucis, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, hein, comme dirait l'autre. Donc, sortie de la semaine, non, pas sortie de la semaine, oui, il y en a une qui sort cette semaine, mais je l'ai fait en dernier, sortie du 25 octobre et sortie du 1er novembre. J'ai choisi 3 films, comme d'habitude. Le premier, c'est Second Tour, d'Albert Dupontel. Donc, c'est une fable politique, une critique acerbe du système. C'est le plus grand réalisateur français actuel, c'est du Dupontel. C'est toujours excellent, toujours un peu caustique peut-être aussi. Toujours caustique, voilà. Toujours bien écrit, toujours les mêmes acteurs. Lui qui a le rôle principal. On ne dira jamais assez d'ailleurs de ce type qui est parti du one man show et qui voulait toujours faire du cinéma. Il s'est servi de ça comme un tremplin grâce à Patrick Sébastien. Tout à fait. Et qui vraiment personne n'attendait ce gars à arriver de manière. Par contre, aussi en dehors, il est un peu con. Hein, il est un peu décapant toujours, il a toujours des réflexions un peu... non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien le côté décapant. Il est brut de décoffrage, mais au moins il dit les choses. Voilà. Ouais, moi ça me va. C'est pas un mec de télé, il a horreur de la télévision. Il a horreur de ça. Il fait jamais de promo, rien du tout, très peu. Et non, mais c'est vrai qu'il est un peu dérangeant quand même de ce côté-là. Hein, mais il envoie. Non, moi je trouve qu'il envoie bien. J'ai déjà écouté plusieurs fois. Moi ça me gêne pas. Dire à quelqu'un qu'il est con. Des fois ça fait du bien aussi, c'est sympa. Je me rappelle une fois, il avait mis le gars le présentateur du JT ou d'une émission qui n'avait pas vu son film et qui l'interviewait. Oui, c'est pour ça que je te disais. Il n'a pas voulu répondre à l'interview. Ça sert à rien de me passer la brosse à reluire. Si t'as pas vu le film, ça sert à rien. Et là vraiment, il s'est levé, il s'est barré. Hein. C'est le mec tout seul. La suite des sorties. Donc second tour, voilà, excellent, Dupontel, vous pouvez y aller. Ensuite, un autre génie dans son style, donc Hayao Miyazaki, il sort de sa retraite, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait un film. Le vent se lève, c'était son dernier film. Là il nous propose Le garçon et le héron. C'est le plus grand réalisateur de films d'animation du monde. C'est une odyssée qui cette fois est aussi un peu autobiographique par rapport au rapport avec sa maman. On découvre un monde merveilleux. C'est un film fantastique, beau, peut-être crépusculaire parce que bon voilà, il est né en 1941 donc il commence à être un petit peu âgé, mais voilà, c'est un film merveilleux. Ne pensez pas que c'est un film d'animation, pensez juste que c'est un chef-d'œuvre et ça va bien se passer. Et ensuite
je pense que pour la jeune génération, c'est important d'avoir quand même des images et de bien visualiser certaines personnes. L'abbé Pierre, c'est un personnage important du XXe siècle, de l'histoire française, de l'histoire même européenne. C'est quelqu'un qui a eu une vie multiple. C'est ce qu'on voit dans ce film. Frédéric Tellier, c'est un très bon réalisateur. Il avait fait L'Affaire SK1, qui était un très bon film sur le premier serial killer sur français, Guy Georges, sur Guy Georges. Voilà, très 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 bon film. Il avait fait Goliath aussi, sur un avocat qui se bat pour défendre des agriculteurs qui subissent les pesticides. Donc voilà, un très très bon réalisateur. Plus si jeune que ça, mais très bon réalisateur et un personnage essentiel pour moi de l'histoire de France, Henri Grouès, voilà, de son vrai nom, qui a été résistant, qui a été député, voilà quoi, qui a fait énormément de choses pour les gens, pour les pauvres, qui a créé la Fondation Abbé Pierre. Enfin, c'est un type exceptionnel et j'espère et a priori je pense que le film lui rend relativement bien hommage. Il y avait un film avec Lambert Wilson, j'allais dire, j'étais en train de penser à ça, qui était plus axé vraiment là sur l'hiver 54. Là, on est sur un biopic. Un film biographique, je ne le dis pas à l'américaine, sur toute l'histoire de sa vie et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont ignoré en fait qu'il a été résistant, qu'il a été député, qu'il a fait énormément de choses. Donc je pense que c'est un film intéressant à voir aussi. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire. Dans ces périodes tourmentées. Dans ces périodes de la semaine avec Fréquence Méditerranée. Et c'est parti, on annonce la thématique. Alors oui, on est que tous les deux. Comédie romantique. Comme un bon petit repas avec une chandelle. C'est ça, un bon vieux coup. Renvoie-nous la musique, on va garder en fond derrière. Alors attends. Voilà, donc la musique que tu as composée, mon cher, pour cette soirée. Spécialement pour l'émission. Voilà, elle va nous servir de faire plaisir soi-même. Bien sûr. Donc les comédies romantiques, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un genre, comme tu le disais, on en a parlé un peu avant, qu'on peut considérer comme un peu mineur. Sur l'histoire, rapidement, au départ, ça vient du cinéma américain, c'est des mélodramas. C'est ça au départ. La plupart des comédies romantiques n'existent pas dans les années 30. Dans les années 30, on est sur des comédies musicales avec un côté romantique. Les films avec Ginger Rogers, enfin voilà, ce genre de film-là. Le Danseur du dessus de Mark Sanders, par exemple, pour ne citer que celui-là. Après, il y a des réalisateurs européens qui ont pris les choses en main dans le cinéma américain, toujours les mêmes, Ernst Lubitsch avec Rendez-vous, To Be or Not To Be, et bien sûr Billy Wilder, qui est un de mes réalisateurs préférés. Si vous m'écoutez, vous savez que c'est un de mes réalisateurs préférés. On commence à savoir. Donc voilà, c'est vrai que c'est un genre qui commence vraiment pour moi dans le cinéma américain à émerger de façon définitive. On enlève le côté musical à partir des années 40 et dans les années 50. On pourrait citer un film de Billy Wilder qui est intéressant parce qu'il y a eu un remake qui est pas mal aussi. Le fameux Sabrina. Donc avec Humphrey Bogart et Audrey Hepburn, qui date de 55, qui est un film merveilleux, fantastique. Donc Sabrina Fairchild, je vous pitch rapidement. C'est donc une fille de chauffeur et elle va partir à Paris pour apprendre à faire de la couture et quand elle va revenir, elle vit dans une famille de milliardaires, on ne la voit jamais et là elle change de coupe de cheveux, elle revient et puis là on ne voit qu'elle, Audrey Hepburn. C'est ça. Parce que je crois que le scénario a été exactement le même pour le c'est exactement le même pour le remake de Ciné Pollack avec Harrison Ford et Julia Ormond, donc qui est un très très bon remake. C'est très bien fait, moi j'ai beaucoup aimé parce que Harrison Ford a vraiment un côté, on peut pas dire qu'il est détestable, mais il a surtout ce côté un petit peu bourru, c'est un petit peu le chef de la famille, c'est lui qui dirige l'entreprise familiale, etc. Et il n'a pas de temps, lui, pour compter fleurette, il n'a absolument pas le temps. Et puis il va tomber sous le charme. Et c'est Greg Kinnear, son petit frère, qui il change de fille comme de chemise. Voilà, c'est exactement ça. C'est très 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 bien fait. Et Harrison Ford essaye d'arranger en fait un mariage avec un magnat des écrans liquides, ils appellent ça comme ça. C'est ça. Voilà, pour essayer justement de faire fructifier l'entreprise familiale. C'est déjà des milliardaires, mais ils veulent avoir encore plus de thunes. C'est ça l'idée. Mais le film est très très bien. Voilà. Les deux sont excellents sur des niveaux différents parce que c'est pas dans le film de Wilder, c'était aussi le même système. Non, c'est pas le même système. Enfin oui, t'as un mariage arrangé, mais c'était pas pareil. Mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes choses. Donc voilà, mais c'est vraiment deux très très bons films. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Je vais pas faire mon historien du cinéma et vous faire. D'ailleurs, la musique du film était, je sais pas si tu peux monter juste peut-être un petit peu le volume, notre cher Jean-Luc, c'est la musique de Sabrina qui était quand même composée par John Williams au piano. Oui, tout à fait. Faut pas l'oublier. C'était ça. Ouais.
Le piano qui est un instrument romantique par définition. Complètement. Quand c'est joué comme ça, moi normalement les larmes viennent tout de suite, tu sais, naturellement. Puis ça se passe, c'est tourné en décor réel à Long Island, c'est magnifique. C'est un très très beau film, vraiment un très très beau film qui passe comme une lettre à la poste, on peut le revoir 3-4 fois, ça passe très bien. Donc, Puis les deux sont très complémentaires. Je pense que c'est un remake qui n'est pas à l'identique, c'est vraiment ça qui est intéressant parce que des fois les remakes... Mais moi le jour je me suis fait une piqûre de rappel parce qu'en fait j'ai regardé le film de Sidney Pollack. Et puis, je sais pas pourquoi, j'étais dans une belle période, prompt à écouter vraiment du romantisme à tout va, et je me suis mis la version de Billy Wilder, dans la foulée. Et c'est là que j'ai pu constater que vraiment le départ du film est exactement, le départ, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire avec le jardin et tout, on est pratiquement dans les mêmes codes. C'est exactement ça. Elle se cache sur l'arbre pour regarder les fêtes qui se passent dans le jardin. Non, c'est vraiment ça. Excellent film. Donc nous, on va essayer d'acter un peu plus dans des barrières cinématographiques plus récentes, donc années 90, années 2010. On va travailler donc sur 3 pays, voilà. Donc on va travailler prioritairement sur le Royaume-Uni, l'Angleterre, voilà. Pour commencer, ensuite on va passer aux USA et ensuite les films romantiques français parce qu'il y en a quand même qui sont excellentissimes. Bien sûr. Je me permets juste un petit instant de conseiller un livre qui vient de sortir, qui est pas mal du tout sur les comédies romantiques. C'est très très rare un livre sur les comédies romantiques. La simulation de Meg Ryan. La simulation de Meg Ryan dans Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner, qui est un film romantique excellentissime. C'est toute l'histoire d'une vie, l'histoire d'une rencontre amoureuse qui n'est pas amoureuse au départ, qui est amicale. Au début ils se détestent et puis finalement ils sont ensemble à la fin. C'est un très très bon film aussi, mais après j'en ai sélectionné une dizaine de films, on en a parlé ensemble. On peut pas parler de tous les films romantiques de la Terre, mais notamment cette scène de simulation au restaurant. On a une auditrice qui va être contente, c'est Nathalie, puisqu'elle nous rejoint sur l'émission et elle dit donc qu'elle est fan des émissions de Thierry. Elle écrit déjà premièrement et en plus ce soir elle va être gâtée puisque on parle comédie romantique. J'espère qu'elle m'aime bien aussi parce que moi en tous les cas je la salue, y a pas de souci. Et puis il y a Thomas qui continue. Je la connais depuis très très longtemps, Nathalie, c'est pour ça. Toi, tu es fraîchement arrivé, n'est-ce pas, parmi nous. Tout à fait, mon cher. Mais tu as pris une place maintenant qui est indétrônable. Ah non, mais voilà. Ouais. C'est clair. C'est ça. Ça ne marche qu'à deux. Bon, arrêtez de nous faire des compliments. Ouais, parce que tout à l'heure, il va me faire une simulation à la Meg Ryan à travers la table. Là, ça va être quand même difficile. Non, c'est clair. Bon, alors pour le coup, on attaque avec nos films britanniques. Donc, alors, il faut pas oublier une chose. Donc, je vais vous en présenter 2. Donc, 4 mariages, un enterrement et Love Actually, de 2 réalisateurs différents. Donc, mais côté, avec le même acteur. Alors, avec le même acteur. Et après, il y en a même un troisième. Celui-là, il fait le pont entre les deux, avec les comédies romantiques américaines, puisque celui-là est américano-britannique. Oui. Donc voilà. Mais on va d'abord commencer par cela. Clairement, le lien entre ces 3 films, c'est tout d'abord un scénariste, Richard Curtis. Donc lui, il est néo-zélandais. Il est la personne qui a créé le personnage de Mr Bean. C'est un très grand ami de Rowan Atkinson. Et au départ, il est plutôt sur le registre comique. Et c'est petit à petit qu'il va se diriger vers l'écriture de scénario et clairement vers les comédies romantiques. Et là, un premier coup de génie, voilà, 4 mariages, un enterrement. Est-ce que tu as la musique éventuellement de Wet, Wet, Wet? J'ai appris quelque chose dessus. C'est la chanson qui a été chantée par Wet Wet Wet. Exactement. D'ailleurs, groupe écossais, excellentissime, mais là, on voit toute la magie quand même de cette langue anglophone magnifique. C'est-à-dire que Wet Wet Wet, il faut savoir qu'en traduction littérale, ça veut dire mouillé. Tu vois. Imagine quand même un groupe français qui s'appellerait Mouillé, Mouillé, Mouillé. C'est pas crédible une seule seconde. Alors que Wet Wet Wet, ça passe très bien. Wet Wet Wet, ça passe terrible. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. Tu l'as déjà mis dans les slows, celle-là, Jean-Luc? Jamais. Très belle chanson. Hein. Ah, exactement. Très, très, donc 4 mariages, un enterrement. Donc rapidement, je vous pitch très très rapidement l'histoire. Donc Charles, donc Hugh Jackman, Hugh Grant, voilà, célibataire endurci qui assiste à plein de mariages. Et puis un jour, il tombe entre guillemets un petit peu sous le charme d'Andy McDowell. Et en fait, tout le film, c'est comment en fait ils ne sont pas ensemble, puisqu'ils n'y arrivent pas à se mettre ensemble. Et il y a plein d'histoires. C'est un film choral à la base. Oui. Et il y a Rowan Atkinson qui joue dedans aussi. Christine Scott Thomas qui est juste merveilleuse dedans. Elle gagne d'ailleurs pour ce rôle-là, il faut le dire, un BAFTA, donc l'équivalent des Oscars britanniques, de la meilleure actrice dans un second rôle. Hugh Jackman, définitivement Hugh Jackman, c'est pas Wolverine, sérieux. Parce que là, c'est pas 4 mariages, un enterrement, c'est 4 mariages. 4 griffes et un enterrement. Il ressuscite après. Donc non, effectivement, donc Hugh Grant, grâce à ce film, il va acquérir une notoriété énormissime et ça va lui permettre de faire un nombre
incalculable de comédie romantique. Il faut dire qu'il a quand même le physique du genre idéal, quoi. Effectivement. Je veux dire, il passe vraiment très bien. On verra tout à l'heure avec un film dont on parlera plus tard avec Seth Rogen, qu'effectivement il y a une grosse différence. Ah non, mais c'est clair. Même, parce que franchement, Hugh Grant, toutes les filles peuvent tomber amoureuses de ce mec-là, quoi. Je veux dire, non mais c'est sûr. Puis en plus, ce côté un peu timide, il ose pas trop parler, il ose pas trop se lancer. Dans le T'as film... jamais pensé ressembler à Hugh Grant, toi? Non, mais t'as jamais titillé, hein? Non, moi j'avais titillé là-dessus, mais bon, écoute, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Non, mais voilà, ce film, il est vraiment excellent. Et tu as déjà à cette époque-là, voilà, des choses qui apparaissent. Tu as un couple homosexuel dans le film aussi, donc avec, bon, je ne raconte pas l'histoire, mais bon, non, voilà. ne spoil pas. Mais effectivement, ça, c'est un très beau film. Tu as peut-être quelques petites choses à me dire. Moi, juste rapidement, c'est un film qui vaut au départ 6 millions de dollars. C'est un budget qui est ridicule. Oui, dans le monde, oui. il rapporte quand même 245 millions de dollars, quoi. Je veux dire, suite à ce film-là, McNewell, qui arrive un peu par hasard, c'est le réalisateur sur le film, il gagne quand même le BAFTA David Lean de la meilleure réalisation. Donc il devient meilleur réalisateur. Le film gagne aussi au BAFTA le BAFTA du meilleur film. C'est une très grosse réussite. Voilà, très grosse réussite. Nommé pour 2 Oscars, meilleur film et meilleur scénario pour Richard Curtis. Tu parlais d'un petit budget, mais c'est justement pour ça que Andie MacDowell n'a pas voulu avoir de cachet fixe sur le film. Tout à fait. Elle a préféré demander un pourcentage sur les recettes, quoi, sur les passages. Et en fait, grand bien lui a pris, puisque comme ça fait un carton mondial, elle a gagné quand même plusieurs millions de dollars là-dessus. Donc elle a eu le nez fin. Et en même temps, ça partait quand même d'une très bonne intention, parce que c'est pas le cas toujours d'accepter de travailler sur des recettes pour ne pas avoir de salaire par rapport à un film. C'était déjà quelqu'un qui avait une certaine notoriété. C'était quelqu'un qui avait une certaine notoriété. Hugh Grant, de son côté, lui, était un petit jeune qui débutait quand il a fait ce film, et il s'est pointé au casting avec une cassette vidéo. C'est-à-dire, il n'a pas passé le casting en tant que tel, il a montré la cassette vidéo du mariage de son frère, où il avait fait une annonce très maladroite et un petit peu bourrée d'humour, qui a beaucoup plu au réalisateur, et c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Et surtout, il avait tellement peu de budget sur ce film. Ça aussi, petite anecdote sympathique. La plupart des gens que vous voyez dans les mariages, parce qu'il y a effectivement 4 mariages, ce sont des gens, des figurants en fait, qui assistaient à un vrai mariage dans la journée, quoi. C'est ça. Parce que le film a été tourné excessivement rapidement. Il tourne en 3 semaines, le film. Hein. Donc voilà. Donc oui, faudra en parler à Manu. C'est ça. Non, celui-là vraiment génial. Je vous le conseille. Donc Hugh Grant, Jean Dréal. Puis il y avait la scène aussi avec le baiser qui dure 3 heures là. Et la réplique culte où Andie MacDowell dit mais il pleut encore, je m'en étais pas perçu. Et c'est d'ailleurs ça l'a poursuivi parce que tout le monde trouvait ça d'une niaiserie c'est sans fin. Voilà, donc bon, c'était amusant, mais c'est un très bon film. Après, c'est ce qu'on va reprocher la plupart du temps aux comédies romantiques, mais aussi, enfin, je pense que justement en ce moment, vu ce qu'on vit au niveau de l'actualité, je pense qu'on a besoin aussi de voir des films comme ça et que c'est plutôt positif, quoi. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement c'est moins majeur dans l'industrie du cinéma, la comédie romantique, que par exemple peut-être le film d'horreur ou le film de guerre, ou le thriller, le policier, le polar. Thriller, le policier, effectivement. Et pourtant c'est essentiel. Alors il faut reconnaître aussi qu'il souvent il y a des comédies romantiques qui sont vraiment totalement inintéressantes. Oui, non, bien sûr. Voilà. Mais dans le tas, il y en a quand même quelques-unes qui sont des véritables pépites. Je pense qu'on les a là, on en a sélectionné 10. Voilà, on parlait d'Andie MacDowell dans ce film. On peut faire un petit rapprochement rapide aussi, même si c'est un film US, avec Green Card. Bien sûr. Depardieu lui avait donné la réplique. Depardieu est génial. De Peter Weir. Et oui, tout à fait. On n'attendait pas du tout Depardieu dans ce rôle-là. Il était magnifique. Ah, mais complètement. Il jouait le rôle d'un pianiste. Tu te rappelles la scène où tout le monde veut l'entendre jouer du piano et qui tape n'importe comment jusqu'à sortir une mélodie extraordinaire. Pour s'occuper des plantes de Andie MacDowell, c'était magnifique. Ah non, mais le film est super. Le film a gagné. Green Card, si vous voulez voir ça. Green Card, voilà, de Peter Weir, 2 Golden Globes, un pour Gérard Depardieu, le seul Golden Globe qu'il a gagné, et aussi un Golden Globe de la meilleure comédie. Et excellent film, Green Card, où effectivement. Voilà, donc on n'en parle pas vraiment ce soir, mais c'est vrai qu'on peut en glisser une petite savonnette parce que c'est un film très intéressant. Tout à fait. Richard Curtis, on continue. Richard Curtis, là, il réalise le film, toujours avec Hugh Grant. Ça, c'est le film. Ça, c'est le film, voilà. Parce que le fil rouge, en fait, de ce film-là, c'est l'amour. Et la trouvaille de réalisation de Curtis, qui est à son premier... Donc, ce film, il a tout juste 20 ans aujourd'hui. Je veux dire, en 2023, il est sorti en 2003. Ce qui est génial dans ce film-là, il dit, voilà, mon idée de départ, c'était l'aéroport, avec les gens qui se retrouvent à l'aéroport. Alors, ils s'embrassent parce qu'ils se sont pas vus
vu depuis longtemps, ou ils se retrouvent parce que ils ont décidé d'aller vivre ensemble. Enfin voilà, c'est un peu ça. Le lieu de passage et l'amour qui arrive dans ce lieu de passage. Et on a tout dans ce film. Parce je suis en train de voir là sur la pochette, il y a quand même de sacrés gueules de cinéma. Attends, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman qui est décédé aujourd'hui, le regretté Alan Rickman qui est génial dedans. Je veux dire, Billy Knighty, c'est lui qui va gagner un BAFTA du meilleur acteur. Donc c'est un espèce de comment on peut dire, c'est un chanteur mais has-been complet qui dit voilà, je vais ressortir mon tube de Noël qui est une reprise de la chanson de Wet Wet Wet, sauf que c'est pas Love is All Around, là c'est Christmas is All Around, et à la fin il dit bon voilà, si je vends plus de disques je finis à poil, bon c'est ce qui se passe en la chantant. Donc voilà, ce film est excellent. Hugh Grant qui joue on va dire de façon un peu détournée le rôle de Tony Blair, qui lui par contre dans ce film là s'oppose au président américain qui est un enfoiré fini, c'est Billy Bob Thornton dans le film. Donc voilà, et pour le coup excellent film. Et surtout il y a plusieurs panels en fait d'émotions dans ce film là. Il y a Laura Linney qui joue dedans aussi, j'y pense, et Matt Thompson qui joue la femme trompée d'Alan Rickman. Il y a une énorme distribution. Andrew Lincoln aussi. Voilà, Keira Knightley, Rowan Atkinson une nouvelle fois qui revient parce que forcément ils sont super potes avec Richard Curtis et c'est son meilleur ami. Donc puis il y a vraiment énormément d'émotions quoi. Le petit garçon qui est le beau-fils en fait de Liam Neeson qui vient de perdre sa femme, donc la maman du petit garçon. On a toute la détresse de ça, et en même temps lui ce qui l'intéresse, ce petit gamin, c'est être amoureux d'une petite camarade qui est à l'école avec lui en CM1, et voilà quoi. Il dit mais je suis super triste et je vais apprendre à jouer de la batterie pour qu'elle m'aime. Enfin c'est l'amour sous toutes ses formes et dans tous les sens. C'est exactement ça. Et ce film est vraiment excellent. C'est très 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 bon. Colin Firth qui est un auteur raté qui va se retrouver en Espagne. Alors en fait c'est tourné à Marseille. Il faut savoir que c'est en tournée entre Londres et Marseille, ce film là. Et d'ailleurs je crois que ça a été le scénariste a eu l'idée ensuite de faire beaucoup plus de films à l'étranger que sur Londres. Exactement. Parce qu'il a trouvé vraiment le passage à Marseille, il a adoré. Il a trouvé ça excellentissime. Ouais, tout à fait. Et il faut savoir juste, je reviens 5 secondes sur 4 mariages en enterrement, j'y pense comme ça. La doublure de Hugh Grant dans ce film là, c'est quand même Vincent Cassel. Oui, notre beau gosse. Voilà, mais à l'époque pas connu, il a pas fait la haine, mais quand même, bon, on peut le dire. Je pense que si on regarde le film, on reconnaît la voix tout de suite parce qu'il a quand même une voix assez reconnaissable. Ah non mais complètement. Et bon donc effectivement Love Actually, moi je l'ai vu au cinéma en 2003, j'en garde encore un souvenir ému, je crois que j'ai dû le voir 5-6 fois depuis. Ça fait du bien, une fois de temps en temps, je veux dire. Et à chaque fois que ta femme elle sent que tu t'écartes un petit peu, elle te fait une piqûre de rappel, elle te remet. Je pense qu'effectivement on peut. Le matin au petit déjeuner, il y a Love Actually qui passe en filigrane derrière. Ouais, c'est bon, on va le regarder, ouais, effectivement. Donc voilà, excellent film. On peut toucher un petit mot aussi de la musique qui a été écrite par Craig Armstrong, qui est un excellentissime musicien de film. J'ai récupéré ça au passage. Très grand compositeur. Il n'était pas d'accord, mais j'ai quand même insisté. Vas-y. Fameuse scène de l'aéroport. Exactement. Si on entendait cette musique dans les aéroports à chaque fois, ça donnerait des idées à beaucoup de gens. Ah non, mais c'est clair. Ah oui, on sent tellement belle musique que ça a attiré Nadège Terranova qui nous regarde. Ça c'est ma femme, ça. Voilà, ça c'est ma femme. C'est bizarre. Comédie romantique, elle est là. Elle est là. Voilà, mais je le dis parce que comme vous regardez pas, vous avez pas les retours sous les yeux. Elle est là. Et tu sais tout, toi, tu sais tout. Elle est là, elle écoute. Eh ben écoute, c'est impeccable. Bon alors maintenant, on fait notre petit passage vers le cinéma américain puisqu'on a un film donc qui est américano-britannique. Mais je veux dire, Notting Hill, la maison. Où est tourné ce film déjà? C'est la maison de Richard Curtis, le scénariste. Et il y a plein de trucs presque autobiographiques, puisqu'à un moment donné, il y a la scène finale où il est en train de lire un bouquin sur le banc. D'ailleurs, ils ont été tournés la scène en Australie. Tout à fait, exactement. Et le bouquin qu'il est en train de lire, c'est La Mandoline du capitaine Corelli. Et en fait, ça devait être le prochain scénario que devait adapter à l'écran Roger Mitchell, le metteur en scène de Notting Hill. Exactement. Et puis en fait, il l'a pas fait parce qu'il est tombé malade. Donc c'est quelqu'un qui a fait ça passe. Donc Notting Hill, vraiment, voilà. Donc là, on revient un peu en arrière. On n'est plus en 2003, on est en 99. Bon, là, on a une immense star américaine, Julia Roberts. Parce qu'on peut parler des films romantiques américains. Qui joue le rôle d'une immense star aussi. Qui joue le rôle d'une immense star. Là, en fait, c'est vraiment. Voilà. Et on peut parler Pretty Woman.
On pourrait en parler. Il y a plein de films dont on n'a pas parlé. Belle comédie romantique avec Richard Gere. Voilà. On n'en a pas parlé, mais dans l'idée, c'est ça. Là, elle est merveilleuse dans ce film-là. Elle est l'archétype de la star. Elle joue le rôle d'une star dans le film. Elle est 1 an avant de recevoir l'Oscar pour Erin Brockovich de Steven Soderbergh. Elle est fantastique dans ce film. Hugh Grant, lui, c'est un petit libraire qui vend des livres de voyage. Il vend un livre une fois de temps en temps. Il vit avec un fada complet qui est énormissime. Voilà, qui est génial. Le film est vraiment très très bien. Moi je trouve que voilà, j'adore ces deux-là, mais celui-là, j'ai vraiment quand je passe à la télé, je ne peux pas passer à côté, quoi. Et il y a vraiment, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des acteurs qui vont jouer dedans. Il y a Alec Baldwin qui joue le rôle, je sais pas si tu te rappelles dans le film, il joue le rôle en fait du copain. Oui. Elle s'appelle, attends, je sais plus exactement comment c'est qu'elle s'appelle. Anna Scott, voilà, c'est ça. Elle joue le rôle, il joue le rôle de son, mais avec son vrai nom, quoi. Alec Baldwin. Il dit c'est moi la grande star et tout. Ouais, on le voit. Et puis tu sais, à un moment donné, il fait une surprise, il arrive par surprise, elle est allée au cinéma avec lui, ils doivent se retrouver avec Hugh Grant. Et puis finalement, ils se retrouvent dans la chambre et elle prend pour le garçon d'étage. Tu te rappelles de cette scène-là? Oui. Mais Alec Baldwin, c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'autodérision. Ah, complètement. Il aime bien se mettre carrément hors cadre. D'ailleurs, il a fait une apparition dans Friends aussi où il était complètement délirant là. Et c'est vrai, il aime beaucoup ça. Il se prend pas trop au sérieux. Donc effectivement, voilà, petite apparition. Puis bon, voilà, le film est vraiment à mourir de rire. Il y a des gens qui font des pèlerinages quand même à Notting Hill devant l'appartement de Richard Curtis parce que c'est toujours, c'est sa maison plus qu'un appartement. Mais ça aussi, excellent film. Donc je le conseille. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de film, c'est que ça se voit comme du petit lait, quoi. C'est-à-dire, si tu regardes ça, tu es complètement en immersion dedans, tu penses à rien. Tu n'es pas torturé non plus parce que c'est des histoires qui passent très facilement et puis c'est tellement bien joué parce que Hugh Grant quand même on dit que c'est le genre idéal mais il faut reconnaître qu'il a vraiment il est prédestiné pour faire ce genre de rôle. Il est exceptionnel là, et surtout faut pas oublier aussi dans ces 3 films là ce qu'on retrouve vraiment, la qualité d'écriture est énorme et les dialogues on se poile à longueur de journée. Oui, c'est bourré d'humour donc c'est vraiment ça. Non, c'est ça, c'est très bien fait. Excellent. C'est vrai que les Français souvent ils essayent dans les comédies romantiques de mettre l'humour vraiment au premier plan et le problème c'est qu'ils n'y arrivent pas toujours. Mais là, les films qu'on a sélectionnés, là pour le coup, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a une qualité d'écriture, voilà. Mais c'est vrai que les Britanniques, je le reconnais, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par eux. Au niveau qualité d'écriture, c'est vraiment énormissime. C'est vrai que ça peut tomber à plat si justement l'écriture n'est pas au niveau de l'histoire. Parce qu'il n'en reste jamais moins vrai que c'est toujours une histoire d'amour. Bon, on sait comment ça commence, on sait souvent à peu aussi près comment ça finit, voilà. etc. Même s'il y a quelques rebondissements au milieu, mais enfin c'est quand même beaucoup de clichés. Donc il faut essayer d'attirer un peu le spectateur par autre chose. Alors des fois il y a la musique qui s'y mêle, bien sûr. Là clairement. Et le scénario, forcément, l'écriture, les dialogues. Enfin, plus que le scénario, parce que le scénario en général, c'est à peu près toujours le même. Mais c'est vrai, l'écriture très importante parce que voilà. Et c'est vrai que dans ce genre de film, en tout cas, on était vraiment au-dessus. On était super niveau. Était au-dessus. On est bien d'accord. Très bon choix, cher ami. Écoute, on l'a fait ensemble. Très bon choix. Donc ensuite, écoutez, chers auditeurs, maintenant on passe. J'ai la chanson. Il y a Nathalie Robert qui nous met comme message Just Married avec Julia Roberts. Oui, il y en a plein, comme on a dit tout à l'heure. On l'a pas sélectionné celle-là. Non, on l'a pas sélectionné celui-là. Je reconnais que c'est un bon film. Voilà. Il y en a plein. Elle suit, ça veut dire qu'elle suit l'émission. Pourtant, il s'est marié il n'y a pas longtemps, lui. On aurait pu le prendre celui-là, mais c'est vrai. Non, mais il y en a tellement. On s'excuse d'ailleurs, effectivement, vis-à-vis de tout le monde qui écoute, parce que. On a fait des choix. Tous les films, si on doit sélectionner tous les films, on n'y arrive pas. En plus, on n'est que 2. On a été lâchement abandonnés par Arnaud et par Emmanuel. On a un dîner en tête-à-tête qui nous attend. On a dit en tête-à-tête, en amoureux, on a fait des choix. On a fait des choix. Oui, moi j'ai sélectionné la chanson du film chantée par Ronan Keating, tu te rappelles? Exactement. C'était magnifique ça. Ah oui. Franchement, ça le fait pas ça? Ronan Keating, blondinet fantastique, ma femme l'adore. Bah oui. Le matin quand tu te lèves, t'essaies de lui ressembler aussi? J'y arrive pas. Speak right to my heart. Moi, le matin, quand je me lève, je ressens plus à Harry Siffance qu'à Hugh Grant. Hein. Ouais, moi aussi. Un peu dommage. Avec 30 cm de moins, autant pour toi pour il est très grand. Il est très grand, très longiligne. Mais oui, parce que à la base, c'est un mannequin. Il faut pas oublier. Là, il a une tronche dans le film, c'est hallucinant, mais c'est un mannequin. Oui, parce qu'il s'est mis les cheveux en pétard et tout. Ah non, mais c'est clair. Ce type-là, il faut voir le film déjà au moins pour lui, parce que il est vraiment, c'est le coloc complètement loufoque. Oui. Et en fait, c'est quand même lui qui va être à la base du rabibochage avec Julia Roberts. Complètement.
Autre film avec Hugh Grant, Allez. ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça, mais là en l'occurrence on part sur des films américains. Alors celui-là, c'est un des films préférés de mes enfants que je leur ai montré en fait l'été dernier, l'été 2022, pas 2023. Ils ont adoré, la chanson est énormissime, le film, alors, ça s'appelle Le Comeback, le titre français pas génial. Le titre américain c'est Music and Lyrics. Voilà. Music and Lyrics, ça veut tout dire. De Mark Lawrence. Et c'est génialissime. C'est ça. Parce Music que... and Lyrics, parce que la musique c'est Hugh Grant et le lyrics c'est Drew Barrymore. Exactement, c'est exactement ça. Qui est donc là une parolière qui n'est pas parolière du tout. Qui n'est pas parolière à la base. Mais qui a une idée par seconde. Et voilà, elle est là pour s'occuper des plantes dans son appartement. Elle s'occupe des plantes dans son appart. Voilà. Et lui, c'est un chanteur type AA ou Wham dans les années 80. C'est ça. Un vieux chanteur complètement has-been. Ouais, il est même pas sur le retour là. Il est vraiment complètement has-been. Et on lui demande une association avec une jeune style Britney Spears qui sort. C'est exactement ça. Et il lui demande de composer une chanson mais vraiment, enfin à la limite, il lui faut pour avant-hier quoi. Ouais, c'est ça. Il est un peu dans l'urgence, on va dire. Il est un peu dans l'urgence. Et il va faire ça avec donc Sophie, Alex Fletcher et Sophie. Et voilà, ce film. Il y a une scène remarquable, c'est quand il est en train de composer sur son piano. Il est avec un pote à lui, il commence à dire les paroles qu'il pense mettre dedans. Et justement, elle, Drew Barrymore, qui n'a rien à voir, elle est en train d'asperger ses plantes. Et elle dit c'est complètement bidon ça. Alors c'est pas un pote, c'est un mec qui est habillé tout en noir, qui veut des chansons. Oui, enfin je sais. C'est un fan complet là. Et puis finalement, elle lui sort 3 ou 4 phrases. Et ah ouais, non mais ça c'est pas mal. Vous voudriez pas travailler avec moi au lieu de m'arroser les plantes? Et puis ça se passe comme ça, et c'est une association qui va bien entendu déboucher sur une histoire d'amour que personne n'a vu arriver, même pas lui. Et c'était un très bon film, Le Comeback. C'est vraiment le retour au premier plan d'un musicien sur le retour. C'est peut-être ce qui va m'arriver. Moi, écoute, pourquoi pas, on va te le souhaiter. Comeback, t'as une Drew Barrymore là dans le coin ou quoi? Ah bah écoute, Mark Lawrence, vraiment là, super film. Ce film, il a cartonné partout dans le monde et vraiment, il est excellent parce que même la musique pop, ils ont écrit donc toutes les musiques pour le film, Le Chemin de l'amour et la musique donc pop, la musique donc là hommage à Wham, à mais d'ailleurs la petite qui joue le rôle de la petite style Britney Spears, c'est une vraie chanteuse. Je sais plus comment elle s'appelle déjà. Je crois que j'ai récupéré la chanson qu'elle chante là. Voilà. Exactement. Là, c'est elle qui chante pour de bon. Ouais, tout à fait. Normalement, il y a Hugh Grant qui repart derrière. Ouais. Ah non mais tu revois le film quand tu écoutes la musique, c'est excellent. Mais c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des films qui passent vraiment mais comme une lettre à la poste. Le jour où il n'y a pas de grève, il faut le dire quand même, il faut préciser. Parce que c'est très facile. Ça fait du bien, c'est super. Voilà, au repos de l'âme et de l'esprit, parce que franchement, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu torturé. À chaque fois que tu allumes la télé, c'est pour voir des horreurs. Donc je veux dire, voilà, ça regarde un film comme ça, franchement regardez ça. Tu vas te coucher, t'es content. Ah ouais, complètement. Non, puis c'est en plus, moi, je sais pas, j'ai dû le voir 5-6 fois ce film. À chaque fois, tu te fais avoir quoi. Bah oui. Tu commences à le regarder, puis tu sais pertinemment. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, quand j'ai été me coucher, j'étais persuadé que j'allais retrouver dans mon lit Drew Barrymore. Et j'ai retrouvé ma femme, mais j'étais très content quand même. Ah bon. Je tiens à ce qu'elle le sache parce qu'en plus, elle écoute l'émission. Ouais. Et il faut pas que je dise n'importe quoi. Puis si t'as pas envie de dormir à la cave, t'as intérêt de pas dire n'importe quoi. On est d'accord là-dessus. J'ai une grande cave, je pourrais dormir dedans, elle est grande. Pas faux. Avec vue sur la mer, la cave. Je précise pour ceux que ça intéresse, mais. Donc, je plaisante, bien sûr. En l'occurrence, on va s'arrêter sur Hugh Grant. Je dis juste encore un petit truc, pas sur ce film-là, mais sur Hugh Grant. C'est très très rare qu'on voit Hugh Grant dans autre chose que des comédies romantiques. Donc, je vous conseille quand même la série qui est sortie en 2019, qui s'appelle The Undoing. Et il n'est pas tout à fait dans le même rôle. Bayer. Ah non, il n'est pas du tout dans le même rôle. C'est avec Nicole Kidman aussi. C'est une excellente série HBO. Alors, Susan Bayer, c'est une réalisatrice canadienne qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger il y a des années. Je ne sais plus exactement pour quel film c'était. J'ai pas tout en tête, mais voilà. Ouais, elle a fait aussi The Night Manager, qui est excellent, avec Hugh Laurie, Dr House, voilà, qui est très 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 bien. Elle fait des super séries et celle-là vraiment The Undoing, je vous la conseille. Hugh Grant a un rôle aux antipodes de ce qu'il fait habituellement, mais il est génialissime dans cette série. Qu'est-ce qu'il est, un serial killer ou quoi? Non, je n'en dis pas plus. Regardez la série, c'est vraiment très très bien. Au début, on se dit ouais, bon, ça ressemble quand même un peu à un rôle de romantique, mais regardez la série. Il joue pas le rôle d'un Indien. Excellent. Non, il joue pas le rôle d'un Indien. Non, parce que comme il s'appelle Hugues. Oh, j'ai tenté. Vas-y, lance la blague de merde, s'il te plaît, vas-y. Ah, tu l'as pas la blague de merde? Bon, bah c'est pas grave. Il a encore fait une blague de merde, c'est moi qui le fais ce coup-ci. Voilà, ça c'est fait. Donc,
Oui. Autre film américain, et ben écoutez, là on est sur 2019, juste avant le grand confinement. Il y a eu ce film-là, The Long Shot, titre américain. Séduis-moi si tu peux. Donc c'est de Jonathan Levin. Jonathan Levin est un réalisateur de films indépendant. Alors, ça, je te le demande parce que je ne suis pas au courant, mais est-ce que le Jonathan Levin dont il est question ici a un rapport avec le Ted Levin, l'acteur qui jouait le rôle de Billy Buffalo Bill là, dans Le Silence des agneaux. C'était le serial killer. Rappelle-toi. Aucun rapport. Mais oui, tout à fait. J'aime beaucoup cet acteur d'ailleurs. Moi aussi, on est d'accord. Mais non, aucun rapport. Alain Levin pour en cacher un. Bah écoute, là en l'occurrence non, mais bon. D'accord. Mais Jonathan Levin, voilà, réalisateur de films indépendants, il a fait un film avec déjà Seth Rogen et Joseph Gordon-Levitt qui s'appelle 50-50 sur le cancer. C'est une comédie sur le cancer. C'est super chaud comme film, mais magnifique à regarder, super bien écrit. Allez-y, le film il date de 2010, difficilement trouvable parce que film indépendant, mais très très bon film. Et là, il fait le must du top de la merveilleuse comédie romantique. Bah, déjà, quand on voit l'affiche, il y a quand même une opposition de style incroyable entre la plastique parfaite de Charlize Theron et Seth Rogen. Donc, il faut reconnaître, moi j'aime beaucoup cet acteur parce qu'il est génial, mais enfin sur le plan physique quand même. Ah non, c'est pas Charlize Theron, on est d'accord. Mais surtout, en plus, il a un kawaii, on dirait Danny Boone dans le film. Il est fagoté comme un as de pique, franchement. Non, mais vraiment, voilà, regardez ce film parce que Charlize Theron, on a tendance à oublier ça, mais elle ne fait jamais de comédie romantique. Donc elle est à contre-emploi. C'était elle qui jouait le rôle dans Mad Max, Fury Road. Ah non, mais complètement. Mais elle a fait plein d'autres films aussi, mais surtout plutôt des films sérieux, quoi. Clairement, elle a fait des films d'action, elle a fait des thrillers. Voilà, Monster, elle gagne l'Oscar pour ce film-là. Elle a pris presque 20 kilos. Je crois que c'est ça, tout à fait. Mais voilà, là, ils sont aux antipodes. Alors, elle. Je vous pitch rapidement. Elle, c'est sa nounou. Alors. Lui, il est fou amoureux de sa nounou. Elle a quelques années de plus. Dans la vraie vie, ils ont 7 ans de différence. Elle est plus âgée que lui. Et lui, il est fou amoureux d'elle. Il ne fait que l'écouter. Il ne voit qu'elle. Elle, là, il se trouve que lui, c'est un journaliste à la ramasse qui décide de démissionner parce qu'il n'est pas d'accord avec un magnat de la presse qui rachète. C'est un espèce de Bolloré, tu vois, qui va racheter le journal où il bosse. Et en fait, elle est secrétaire d'État américain, donc ministre des Affaires étrangères. Et potentialité de potentiellement présidente parce que le président dedans, il sort d'une série, c'est hallucinant quoi. Il sort d'une série où il joue le rôle d'un président, il devient président et en fait tout ce qu'il a envie de faire c'est qu'il en a ras-le-bol d'être à la télé, il en a ras-le-bol de président parce que ça sert à rien et il a envie de faire du cinéma. Donc il arrête pas de dire non, je pense que pour le cinéma je commence à être pas mal. Non, ce film est super bien écrit, ce film est excellent, allez le voir. Il y a une bande son terrible aussi. Énorme. Et d'ailleurs j'ai sélectionné une chanson. Je dis même pas qui chante parce qu'on va le reconnaître tout de suite et c'est la fameuse scène quand il se casse la gueule des escaliers, c'est inénarrable. Mais c'est vrai que physiquement il y a un fossé entre les deux et le scénario ne se prive pas vraiment de le creuser encore plus, le fossé entre Seth Rogen et Charlize Theron, parce que lui il est sans concession, il est comme ça, moi tu me prends comme je suis comme ça, et puis au départ il pense même pas, je veux dire il est juste halluciné par cette magnifique personne qui a tout pour elle, parce que déjà intellectuellement elle est quand même hyper tankée, et puis voilà, mais c'est dans ce genre de comédie un petit peu potache, c'est ça qui est magnifique, c'est que justement c'est l'impossible qui va devenir possible quoi en fait. Puis ça n'arrête jamais quoi. Il y a un gag toutes les 3 minutes quoi. Et c'est vraiment c'est excellent. Très bien quoi. fait. C'est très très bien fait. Voilà, The Long Shot. Il a pas les autres films qu'on a montrés jusqu'à maintenant, ça a été des énormes succès. Celui-là, il fait 200 000 entrées en France. Alors je sais pas trop pourquoi. La plupart du temps, il y a des fois d'excellents films qui font pas énormément d'entrées, mais voilà, faites-moi plaisir. Séduis-moi si tu peux. Voilà, séduis-moi si tu peux. The Long Shot. Voilà, regardez-le, achetez-le en DVD. Et franchement, quand vous voyez ce que Seth Rogen est capable de faire dans le film, c'est clair. Je pense que n'importe lequel d'entre nous, même le plus mal fagoté, tu ouvres la porte de chez toi, tu vas directement surner chez ta voisine. Ouais, c'est ça. Et tout est possible. Et là, tu vois Charlize Theron. Tout est possible. Non, mais c'est énorme. C'est énormissime. Vraiment très très bon film. J'ai encore revu là, il y a pas longtemps. Il passe super bien. J'ai plein de scènes en tête qui sont
complètement délirante, c'est vrai, le coup de l'escalier. Attends, au début, il joue le rôle d'un journaliste infiltré, ça je peux vous le dire, c'est vraiment au début du film, et il est infiltré dans un groupe de néo-nazis, mais c'est complètement délirant. Enfin, il saute par la fenêtre pour s'échapper, mais c'est un truc de dingue, quoi. On a l'impression d'être face à du Buster Keaton, quoi. Au début du film, c'est vraiment ça, quoi. Non, mais vraiment, regardez ce film. Il est très bon. Mais il avait été déjà excellent dans. Enfin, je sais pas si c'était avant ou après. En Cloque Mode d'emploi, c'est celui-là que je voulais dire. Oui, bien sûr. C'était avant ou après? C'était avant, ouais, bien sûr. Ou d'ailleurs, entre parenthèses, là, il avait maille à partir avec Catherine Hegel. Ah, complètement. Adorable plastique encore, s'il en est. Enfin, en général, très bonne actrice, il a de la chance quand même, lui. Hein. Ah non, mais très très bien. On lui met pas les moins belles partenaires entre Après, les mains, il fait des super films. Je veux dire, il est producteur, voilà, il est réalisateur aussi. L'interview qui tue. Je veux dire, quand il va interviewer Kim Jong-il, non, mais c'est énormissime, quoi. Il fait des très 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 bons films. Voilà, donc n'hésitez pas, ce film-là, voilà, super comédie romantique. Pour moi, la meilleure de la décennie 2010 pour les Américains. Il n'y a pas mieux que ça. C'est vraiment le top du top. Ah, aux États-Unis, il a bien cartonné celui-là quand même. Il a marché, mais pas plus que ça. Nous, il fait 200 000 entrées. Bon, voilà, quoi. Il fait le même ratio que Barbac, le film que je présente le 24. Je me fais un peu de pub aussi. Le 24 à la Bibliothèque de l'Odyssée, voilà, qui est un super film de Fabrice Eboué. Ah, celui-là, je l'ai vu. Génialissime. C'est vrai, mais c'est vrai quand même que c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Parce que franchement, c'est pas pour les enfants. On est d'accord là-dessus. C'est très caustique, monsieur Mortez. C'est très caustique, voilà, on est d'accord. Très caustique. Voilà. Excellent film. Bon, maintenant, allez, on y va. Bah, écoute, on passe au film français. Il nous reste un gros quart d'heure. C'est bon. Let's go. Bah ouais, on est parti. Bon, bah là, il va y en avoir 5 de films français. Alors, je vous les fais dans l'ordre d'apparition. On va faire comme ça. Donc, Mensonge, trahison et plus ses affinités de Laurent Tirard. C'est son premier film. Ça a été pendant très très longtemps un de mes meilleurs films. Je pense un des meilleurs films romantiques pour plein de choses. Pour le scénario, pour Édouard Baird, pour Marie-Josée Cross, qui est juste merveilleuse actrice canadienne, québécoise. Qu'on voit pas très très souvent. Non, on la voit pas si souvent que ça. Elle a explosé en fait peu de temps. Alors, on ne le dit à personne, effectivement, de Guillaume Canet. Moi, je pensais aussi aux Invasions barbares de Denis Arcand, où elle a gagné quand même le prix d'interprétation féminine à Cannes. Elle a joué aussi dans un film de Denis Villeneuve, Maelstrom, en 99. Elle est merveilleuse dedans. C'est une actrice. Denis Villeneuve, qui est canadien aussi, d'ailleurs. Oui, qui est canadien aussi. C'est une actrice fantastique. Ce film est génial. Édouard Baird Édouard Baird, il est. Voilà, c'est Raphaël. Le romancier en mal d'inspiration. Mais c'est même pas. Au début, en fait, c'est un type qui écrit des biographies de stars. C'est ça le truc. Alors les gens, les stars, footballeurs, n'importe quoi, qui savent pas écrire, et c'est lui qui va les écouter et qui après va écrire. Et il ne signe pas. C'est ça, l'idée, c'est ça. Il ne signe pas les livres, mais c'est lui qui les écrit. Et un peu par hasard, il va tomber sur Clovis Cornillac et Alice Taglioni. Donc Clovis Cornillac qui est joueur de foot, droit au but. C'est ça l'idée. Et il va se rendre compte que Alice Taglioni, Claire, la femme de Clovis Cornillac, en fait, c'est l'amour de sa vie, avec qui il n'a pas pu sortir. Enfin, c'est très très compliqué. Parce qu'il a une théorie sur l'amour qui est géniale, quoi. Il dit que l'amour, ça a été inventé en fait au Moyen-Âge. Il y a des retours arrière sur le Moyen-Âge qui sont avec toute je veux dire, tout le flegme d'Édouard Baird, parce que c'est quand même un personnage assez atypique dans son style. C'est savoureux. C'est savoureux. Non, c'est vraiment savoureux. Et donc il va retrouver cette Claire, il va tout faire pour lui faire une drague d'enfer. Et enfin voilà, le film est génial. Voilà, c'est très très bien. Il y a aussi, il faut le dire quand même, parce que cette chanson, alors elle en a peut-être fait qu'une, mais celle-là elle est magnifique. Quelqu'un qui m'a dit, Carla Bruni, tout à fait. Voilà, c'est effectivement la musique du générique de fin. Moi j'adore cette chanson. Son premier album, je le trouvais très bien. Et franchement, cette musique est magnifique. Et ce film est génial. Pas, là, mais... C'est pas grave, mais il n'y a pas de souci, tout le monde l'a en tête. Mais franchement, faites-moi plaisir, regardez ce film, Mensonge et trahison et plus si affinité. Le titre original, ça aurait dû être Un autre que moi. C'était ça au départ. Parce que c'est le titre du livre qu'il va finalement écrire, parce qu'il va écrire. Ne casse pas le micro. Non, je ne casse pas. Non, mais voilà. Et d'ailleurs, on peut dire aussi un petit mot du metteur en scène, donc Laurent Tirard, qui est un ancien critique. Tout à fait. Et on lui avait posé la question à l'époque de savoir qu'est-ce que ça faisait justement quand on a un ancien critique et que de temps en temps on vitriole quand même quelques films au passage. Et de là, de se retrouver sur le banc des accusés, parce que forcément ton film ne peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Et il avait dit c'est un petit peu jouissif, effectivement, parce que on ne sait jamais ce qui va se passer, mais il faut être capable d'accepter les critiques. Et depuis, il voit son métier complètement différemment. Parce que forcément, quand il était critique, c'était très facile pour lui de descendre un film si ça ne lui avait pas plu. Mais après, quand il est passé de l'autre côté de la caméra, il s'est rendu compte que c'était pas un exercice aussi simple que ça.
Ce film-là, il a un lien avec le dernier film que je vais vous présenter, donc je vous le montrerai après, c'est Tout le monde debout, de Franck Dubosc en tant que réalisateur. On peut rester assis quand même pendant que t'en parles. Ah ben écoute, on va rester assis pour faire la blague après pour Tout le monde debout. Mais c'est un premier film, moi je comprends pas pourquoi on n'aime pas tant que ça les comédies en France. Alors des fois ça peut arriver, je vous trouve très beau Isabelle Mergo, voilà, elle a gagné. C'était magnifique. Mais c'était surtout très très bien, pour le coup c'était très bien écrit. C'était très bien écrit. Avec un Michel Blanc qui c'était très bien joué. C'était excellent. Le couple d'ailleurs avec la petite Roumaine, je me rappelle plus de son nom, mais c'était magique. Roxandra Madreanu. Voilà, c'était. Mais vraiment, ils en ont casté un paquet. Puis le lapin, puis la vieille aussi. C'était très. Non, mais c'est un film magnifique. Oui, complètement. Pour le coup. Et d'ailleurs, elle en a fait un autre derrière, dont j'ai oublié le titre aussi, avec Daniel Auteuil, qui était tout aussi savoureux. Isabelle Mergo, on rigole toujours avec elle parce qu'elle est souvent dans l'équipe de Bouvard, etc. Les grosses têtes. Mais je veux dire, elle a un sens de l'écriture vraiment. Et puis c'est elle qui a réalisé le film en plus. Ah, tout à fait. Peut-être son premier film en tant que réalisatrice. Elle a écrit le scénario et elle a réalisé elle-même. Et bon, Michel Blanc est. Mais voilà, où je voulais en venir, c'est que c'est rare qu'une comédie gagne le César de la meilleure première œuvre. C'est arrivé avec Isabelle Mergo. Moi, j'en étais ravi. Ce film-là, il a même pas été nommé alors qu'il est excellentissime. Et il y a des choses des fois où j'ai un peu de mal. Je comprends pas, mais beaucoup de gens l'ont dit. Coluche, quand il a gagné pour Ciao Pantin de Claude Berry son César, il a remercié Claude Berry. Il a dit bon ben voilà, il fait que je fasse un film sérieux pour qu'on prenne enfin au sérieux quoi. Oui, mais il y avait quand même, c'était déjà Coluche. Ce genre de film, bon, il a marché, le film était très bon, c'est pas la question. Mais là, si tu veux, regarde, j'ai l'affiche en face de moi. Édouard Baird, Marie-Josée Cross, Clovis Cornillac, Alice Sayoni, ce sont pas vraiment les super têtes d'affiche. Admets 2 secondes, tu balances un Jean Reno ou un Gérard Depardieu en plein milieu, peut-être qu'effectivement, il serait moins passé sous silence. C'est très con ce que je dis. Non, mais c'est très faux. basique, mais c'est possible parce qu'Édouard Baird, c'est pas quelqu'un qui fait rêver au cinéma, et Dieu sait qu'il est extraordinaire. C'est pas faux, mais Laurent Tirard, on oublie, il a fait d'autres films après, Le Retour du héros, Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin dernièrement et Virginie Fira, qui est très bien. Voilà, il fait de très très bons films, même son adaptation du Petit Nicolas, il a très bien adapté Sampé. Voilà, c'est un très très bon réalisateur et on a tendance un petit peu à oublier ça. Donc voilà, c'était pas mon coup de gueule, mais en l'occurrence, Mensonge, trahison et plus si affinité, faut vraiment le voir. Parce que dans les films français, on attend plutôt le polar, les films un petit peu plus durs et la comédie romantique des fois. Ou le film social. On a plutôt l'impression que c'est un film qui va passer le dimanche soir à la télé, tu vois. On est d'accord. Alors, autre film, une fois de plus, Rémi Besançon, c'est aussi un premier film, Ma vie en l'air. Voilà, alors là, c'est génial. Vincent Elbaz, Marion Cotillard, Gilles Lelouch. Gilles Lelouch qui a un tout petit rôle dedans parce que c'était pas une grande star à l'époque. Tout à fait. Il s'est rattrapé depuis. Ah ouais, complètement. Ouais. Ce film est vraiment complètement délirant, quoi. J'ai noté un petit truc là parce que justement, il a une théorie lui aussi sur la façon dont on doit s'y prendre pour essayer de tenter sa chance envers quelqu'un. Et là, il nous donne la recette là. Le test de la portière. Je l'avais vu dans un film. Je vais te dire le nom du film. Quand vous montez dans votre voiture avec une femme, vous lui ouvrez d'abord sa porte. Prenez des notes, hein. Elle entre, vous refermez la porte et faites le tour du véhicule. Si elle déverrouille votre porte avant vous, c'est gagné. Pour moi, ça veut dire c'est la femme de ma vie. Exactement. Et ça, c'est la musique de Sinclair dans la foulée. Tout à fait, parce que c'est Sinclair qui fait la BO. Exactement. Très bon musicien. Ouais. C'est fou ce qu'en entendant des BO comme ça, tout de suite ça nous revient, les images nous reviennent en tête de suite. Hein. Ouais. Et le film, pour info, j'avais vu ça dans un film. Eh ben écoute, mon petit Vincent Elbaz, je vais te dire dans quel film c'était. C'est Il était une fois dans le Bronx, le premier film qu'a réalisé Robert De Niro. Et c'est dans ce film-là qu'on a le truc de la portière. Et c'est Robert De Niro. C'est Robert De Niro qui l'a réalisé. Il a pas fait beaucoup de films, mais celui-là, il l'a réalisé. Robert De Niro était un grand gentleman. On est bien d'accord. Excellent film d'ailleurs, au demeurant. Et de toute façon, il vaut mieux que la femme lui ouvre la portière ensuite qu'elle la déverrouille, parce que De Niro, faut pas trop le chatouiller quand même. Ouais, quand tu l'as vu dans Les Nerfs à vif, effectivement. Voilà, c'est ça. Des fois, il peut faire peur. C'est clair. Donc super film. Ça, c'est très bien. Le gars qui a la phobie un petit peu de. Alors c'est un type qui est l'avion, alors qu'il il forme en fait des pilotes d'avion. Il travaille dans l'aéronautique. C'est lui qui, quand ils ont eu un petit souci, leur permet de se remettre en selle et tout, et il ne prend jamais l'avion. Et c'est excellent. Marion Cotillard dedans, elle est excellentissime. Les dialogues sont hyper savoureux. Ça se passe pas dans plein d'endroits.
sorte de Peter Pan en fait dans ce film parce qu'il veut pas grandir. Il veut pas Vincent grandir le mec. Bazin, c'est ça. Exactement. Il est resté scotché à l'adolescence, donc Ouais. il sait pas comment s'y prendre pour essayer d'inviter celle qui devra partager sa vie, enfin ou plus C'est si ça. affinité pour reprendre le titre du Oui, film d'or. tout à fait. Mais c'est un film qui est savoureux. Et Rémi Besançon, une nouvelle fois, je dirais quelques mots sur ce réalisateur. C'est un très très grand réalisateur. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. J'étais allé voir le film qu'il a fait juste après Le premier jour du reste de ta vie, qui est son plus grand film. D'accord. Il a gagné 3 Césars pour ce film-là. C'est un film excellentissime. Tu l'as vu en première, dans une avant-première? Je l'ai vu dans une avant-première à Lille, j'étais avec ma femme d'ailleurs, D'accord. bon souvenir. C'est un film avec Louise Bourgoin et Pio Marmaille. C'est l'histoire elle est enceinte, c'est 9 mois quelque chose, mais je sais plus exactement le titre exact. Mais voilà, ce film-là, il était très très bien aussi. Et c'est, voilà, Rémi Besançon, là c'est son premier film, c'est un super film. Et il a fait plein d'autres très 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 bons films derrière. Donc voilà. Je pense un truc aussi, c'était pas vraiment une comédie romantique, mais c'était quand même une comédie en toile de fond, il y avait ça. C'est le film magnifique de Dupontel, 9 mois ferme, avec Sandrine Kiberlin. Tu vois, bon, c'est pas vraiment la comédie romantique à l'eau de rose comme on pourrait l'entendre, mais il y a une histoire d'amour qui est quand même exceptionnelle entre cet avocat, enfin, ou même procureur. Je crois non, elle est juge. Elle est juge, juste ouais, avant dessus. Et l'autre qui passe pour être le serial killer number one. Le serial killer qui enlève les globes, non, mais c'est juste globophile. Non mais c'est énorme. Non mais en plus c'est tourné par Dupontel, c'est quelque chose. Hein. Mais c'est vrai qu'on aurait presque pu le mettre dedans parce que on avait hésité. C'est une comédie romantique, un petit peu à contre-courant, parce qu'avec Dupontel c'est toujours à contre-courant de toute façon. La tête qu'il fait au bébé quand il lui met la boucle d'oreille et tout. Non, c'est énorme. C'est monumental. Énormissime. Si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir. Celui-là, c'est 9 mois ferme. Déjà rien que le titre. Ouais. C'est déjà hyper bien trouvé parce que Dupontel il soigne même les titres. C'est un des rares à soigner les titres. Exactement. Mais là, on revient sur Dupontel. Mais bon, voilà. On fera une émission spéciale sur lui, un de ces quatre. Il le mériterait. On est d'accord. Ouais. Donc voilà. Donc celui-là vraiment. Okay. On va accélérer un peu parce que je vois que ça passe et puis il nous reste 2 films à voir. Il nous en reste 3 mais ça va vite, t'inquiète. Ouais. Bon, là 2 films de 2010. Donc j'ai pas réussi à me mettre d'accord sur lequel j'avais pas. Et ma femme Hélène m'a dit non mais L'Arnaqueur il est vraiment excellent et celui-là il est quand même génialissime. Oui. François-Xavier de Maison, La chance de ma vie, Virginie Efira. Des belles comédies qui ont bien marché ça. Et vraiment là il y a un gros scénario, il y a puis le choix des acteurs aussi. On dirait jamais assez quand même que le choix du casting est hyper important parce que franchement De Maison il est exceptionnel. De Maison il est génial. Virginie Efira qui sortait quand même de M6 à l'époque, elle était toute jeune actrice et qui était merveilleuse. Hein. Qui est merveilleuse. Ce film de Nicolas Cuche, il est génial. Même Thomas Gijol qui joue dedans, il est excellent. C'est très très bon. Il joue un médecin, voilà, très très bon film. Alors il a une certaine malchance. Il y a Elise Moon qui joue dedans aussi, qui a une petite apparition. Il est imbuvable dedans. Hein. Est-il comme ça dans la vraie vie? Nous ne le savons pas. Mais en l'occurrence, il a un tout petit rôle. Il a un petit rôle, mais il est très très bon dedans. Il réinvente la déesse. Tu te rappelles le coup de la déesse? C'est génial. Moi, je préfère Elise Moon quand il est dirigé, tu vois, parce que quand il est dans cette situation, il ne fait presque pas rire. Non, mais là, quand il est dirigé, il est très bon. Là, quand il est dirigé, il est très très bien. Nicolas Cuche fait un très très bon travail. Donc, c'est François-Xavier de Maison qui pense qu'il ne peut pas vivre une relation amoureuse sérieuse avec quelqu'un parce que, à cause de sa malchance, il porte la poisse à tout le monde. Voilà. Et ce film est vraiment très très bien. Regardez-le, on se plie de rire tout le temps. L'Arnaqueur, complètement autre chose. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'on casse. En fait, on essaye de casser des couples en se disant que. Le scénario est original. Le scénario est super original. Pascal Chaumeil, c'est rare qu'une comédie soit nommée pour autant de Césars. Là, c'est quand même nommé pour 7 ou 8 Césars. C'est pas mal du tout. Il y a François Damiens qui est génial, Julie Ferrier, Vanessa Paradis, Romain Duris. Voilà, je crois même qu'il y a la sœur de Lio qui joue dedans. Celle qui est mariée avec. Qui est la copine de Galtier. De Fabien Galtier. Fabien Galtier. Tout à fait. Effectivement. Ah ouais, tout à fait. Ça me reviendra pas son nom. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc en l'occurrence. Si c'est. Tu l'as ou tu l'as pas? Je connais qu'elle, mais ça va me revenir. Je l'ai plus moi aussi. Ouais, mais ça va me revenir. Ouais, d'accord. Mais celui-là, il est vraiment pas mal. Ce qui est complètement délirant, c'est que pour les gens qui vivent sur la Côte d'Azur. Elena Noguera. Pour les gens qui vivent sur la Côte d'Azur, à un moment donné, Romain Duris, il part en courant de l'aéroport de Nice et bien entendu, il se retrouve en moins de 5 minutes à Aise. Oh oui. Pas mal. Il court vite là. Usain Bolt. Il court super vite du tout. Ouais, il court même plus vite. Tu sais que l'ailier Sudaf qui a empêché Ramos de faire celui-là, c'est clair. On est d'accord. On va pas revenir là-dessus, sinon on va s'énerver. Non. Mais les deux sont deux très bons films. Je pense quand même que pour l'année 2010, on a quand même été vachement gâtés au niveau des comédies romantiques en France. Non, mais L'Arnaqueur passe vraiment pour une des meilleures comédies françaises qui a jamais été réalisée. Dans les sondages, d'après les sondages de première. Non, puis après Paradis
les Duris, là, ils nous refont le Dirty Dancing et tout. À la scène, entre Alex et Juliette, là, c'est quelque chose. C'est excellent. Heureusement quand même qu'on lui a mis Vanessa Paradis, parce que si on avait mis Kelly McGillis d'aujourd'hui, ça aurait été compliqué pour lui quand même. Oh, tout de suite, pas d'attaque sur le physique. Paf. Non mais voilà, donc ces deux films-là, super intéressants. Il faut pas hésiter à les voir. Celui-là, il a été beaucoup vu. Celui-là, il est un peu moins. Ouais. Mais vraiment pour Virginie Efira, il y avait un autre film avec Virginie Efira aussi. Elle faisait un duo tout à fait inattendu avec Clovis Cornillac. Le titre m'a échappé. D'ailleurs, je crois que même au début, je pensais que c'était celui-là quand tu m'as parlé de La chance de ma vie. Je sais pas si tu le vois aussi, parce que l'autre, il a pas de bol non plus. Enfin, ça marche jamais, Clovis Cornillac. Ouais. Et il tombe sur Virginie Efira qui a une sœur qui est handicapée. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça me dit rien. Très très belle petite comédie. Ma femme connaît le film, on l'a vu ensemble à plusieurs reprises même. Après, elle en a fait plein. Elle en a fait un. Elle a fait 20 ans d'écart aussi il y a quelques années, qui est très très bien avec Pierre Ninet. Tout à fait. Qui était excellent. Bien sûr. Voilà, où là, entre moi, je trouve que c'est bien quand dans des scénarios comme ça, ils prennent un petit peu de risque avec l'écriture. Bien sûr. Que, voilà, le problème des comédies romantiques, c'est que souvent, en fait, avant, pendant, après, on connaît déjà tout, tu vois. Donc c'est uniquement le casting qui fera la différence. Tout à fait. Ou la musique peut-être, je ne sais pas, ou les deux. Mais de temps en temps, il y en a qui ont des petites trouvailles dans le scénario et il faut le signaler parce que c'est important. Comme dans celui que tu vas montrer maintenant. Tout le monde debout. Ben voilà. Alors celui-là, Franck Dubosc, il y a beaucoup de gens qui se foutent de sa gueule. Moi, je pense que ce film, il méritait largement d'obtenir l'Oscar de la meilleure première œuvre. C'est son premier film. C'est son premier film en tant que réalisateur. Ce film est merveilleux. C'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a réalisé. Il y a des scènes dans ce film, la scène de la piscine. Je mets au défi n'importe quel très bon réalisateur de réaliser cette scène-là. Sur le handicap, c'est juste génial. C'est un super film. Il est passé à la télé il y a 10 jours, je crois. Je l'ai encore revu. Il a pris un petit peu de risque aussi avec le scénario. Il a pris du risque. Pour le coup, là, tu vois, c'est encore un petit peu sorti des sentiers convenus. C'est sorti des sentiers. Bon, après, c'est du Dubosc. Hein. On a de l'humour, c'est excellent. Elsa Zieberstein, elle a jamais été aussi bien que dans ce film-là. Ouais. Elle est complètement déjantée. Gérard Darmon, il est énormissime. Darmon, c'est Darmon. Enfin voilà quoi. Non, mais vraiment, dans ce film-là, il est très très bien. Alexandra Lamy, elle est merveilleuse. C'est un film magnifique. Il est excellent. Alors pourquoi tout le monde debout ? Parce que c'est la fameuse bourde de François Feldman. Tout à fait, parce que normalement le vrai titre devait être Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Exactement. Hein, et tout le monde debout, pourquoi ? Parce que c'est la bourde de François Feldman. Voilà. C'était au Téléthon. Voilà. Qui avait été assez mal perçu à l'époque. Ouais, ça avait été mal perçu. Bon, il a pas fait gaffe. Bon, mais non, il était dans l'ambiance et tout. Allez, on se lève tous pour applaudir. Forcément, il y avait que des myopathes. Bon, c'est un peu compliqué, effectivement. Voilà. Mais bon, je trouve ça assez intéressant. Mais ouais, non, ce film-là, il est vraiment super, quoi. Je le conseille parce que il y a vraiment tout qui fonctionne bien, quoi. Que ce soit le scénario, ça a été reconnu. Hein. Il a eu des bonnes critiques, mais je comprends pas. Voilà, parce que c'est Dubosc, parce que on voit Dubosc en slip. C'est possible. Avec l'étiquette de camping, forcément. Exactement. Tout le monde le voit comme Patrick Chirac. Non, mais voilà, on oublie que Dubosc aussi, c'est un très grand comique. Mais il est excellent dans Camping. En fait. Non, mais Camping, il est très bien. Mais effectivement. Moi, je l'ai vu dans un film qui s'appelle Fiston aussi, où son fils c'est Kev Adams. Je sais que moi personnellement, j'ai horreur de Kev Adams en tant qu'humoriste. Quand il est dirigé, c'est un peu comme quand ils sont dirigés, ces mecs-là peuvent être très bons. Ouais, tout à fait. Et pour le coup, il était très bon dans ce film, et c'était lui qui jouait le rôle de son père ou de son pseudo-père. Oui, pseudo-père. Voilà. Exactement. Et il était très crédible parce que c'est un film qui est un petit peu plus noir que. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas vraiment une comédie légère. Non, c'est pas tout à fait une comédie comique. Et ils sont tous les deux excellents. C'est vrai. Mais donc là, tout le monde debout, hein, une des plus belles comédies romantiques. Elle date de 2018. C'est un film, moi, qui me touche particulièrement. C'est le dernier film qui est allé voir ma maman au cinéma, et elle m'a dit, quand elle est sortie, elle m'a dit, tu verras, c'est un film merveilleux, va le voir. Elle avait bon goût. J'y suis allé, c'était merveilleux. Elle avait vu. Et en plus, il est passé à la télé il y a une dizaine de jours. Il y a pas longtemps. Hein. Voilà. D'ailleurs, en disant tout le monde debout, on peut faire un petit parallèle aussi avec un autre film de Laurent Tirard, je crois, c'est Un homme à ma taille avec Virginie Efira. Un homme à la hauteur. Un homme à la hauteur, pas à ma taille. Un homme à la hauteur où Dujardin mesurait 1m36 avec des trucages magnifiques parce qu'on y croit dur quoi faire, où il passe la moitié du film à être sur les genoux quand même, il faut le savoir. C'est exactement ça. C'est tout le monde debout, quoi. Quand il se mettait debout, Dujardin, là pour le coup dans ce film, il était pas très grand. Prochaine séance, c'était nickel. Merci à toi. Juste, on s'en est bien sorti. Oui, on a débordé un petit peu puisqu'on avait démarré plus tard, donc on a débordé. Effectivement, on avait aussi Nathalie qui nous mettait comme commentaire, elle n'en revenait pas de la mémoire que vous aviez sur la totalité des films. Effectivement, c'est ce qu'on découvre ce soir. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont été avec nous depuis le début. Il y avait beaucoup de monde qui regardait sur le live Facebook ce soir, qui suivent votre émission. On est ravis. Et le thème du mois prochain. Alors le thème du mois prochain, mais bien entendu, mon cher, ce sont
les films parodiques. Les films parodiques. Alors, donne quelques exemples qui vont être. Aux États-Unis, il y a Hot Shot, il y a les Airplane. Non, les films parodiques, pas Scream. Hein. Non, l'autre, c'est qui. Scary Movie. Voilà. On en parlera peut-être un petit peu. On aura le retour d'Arnaud aussi. Qui sera là à la prochaine séance. Il arrive enfin à se libérer, c'est cool. Donc voilà. Et effectivement, film parodique, ça va être très très bien. Voilà. On a aussi les OSS 117 pour la France, parce qu'on va parler de la France aussi. Voilà, on parlera aussi forcément de la Alors ce soir, vous avez eu tendance, il faudra que je vous rappelle alors, mes amis, vous avez vraiment été vite sur la France et vous avez resté beaucoup sur les États-Unis. Je vous rappelle qu'on est en France. Mais il n'y a pas de souci, mais en même temps, il y avait 5 films, mon cher, qui concernaient la France. Alors mais tu nous as fait 5 films en 15 minutes, là. Donc, c'est vrai que ça a été vite. Mais on a dit l'essentiel en allant très vite. Ah, complètement. C'est vrai. On n'a pas dit n'importe quoi. Tu peux dire qu'on est bon. Hein. On vous retrouve le mois prochain, première semaine de si je ne me trompe pas, de mois de décembre. Exactement. Tout à fait, c'est exactement ça. Et avec, donc, on le disait, t'aimes les films parodiques. Les films Merci parodiques. à tous avec toute l'équipe de Cinéfocus. Maintenant, on vous laisse aller dîner tous les deux en tête à tête. Aux chandelles, bien je vais lui faire une simulation à la Meg Ryan. Ouais, d'accord, vas-y. Pour clôturer cette. T'as pas la tête de Billy Crystal ce soir, toi. Soirée romantique. Et puis moi, j'ai du coup décidé de relancer. Alors, je sais pas si on peut le classer dans les films romantiques, mais de relancer l'émission avec la suite des programmes. Je vous rappelle qu'à 21h, vous retrouvez bien sûr l'émission Club 80 et puis le funk à partir de 22h. Mais j'ai mis. Pardon, je m'étouffe. I Will Always Love You avec Whitney Houston. Oh bah attends, mais alors ça voilà. Si le film n'existe pas, il faut le faire tout de suite. Est-ce qu'on peut le classer dans les comédies romantiques? C'est un thriller, mais c'est un peu romantique aussi. Ah bah oui, il y a une histoire d'amour qui est magnifique. Et puis Whitney Houston était au top de sa beauté et Kevin Costner, ils formaient un couple magnifique. C'était un très bon film. C'est pour ça qu'on redémarre avec ce titre-là. Bye bye tout le monde. Bye bye. Salut. Allez, au mois prochain. Radio Fréquence Méditerranée, www.fmradio.fr, la radio de la Riviera française.